Donc, je suis Raphaël Richard, donc consultant en digital et en intelligence artificielle, entre autres. Bienvenue pour ce nouvel épisode de l'entreprise digitale dans le studio d'enregistrement de M2I Formation, qui est l'organisateur donc du webinaire. Et puis, nous allons parler d'intelligence artificielle. Alors, j'imagine que ça n'est pas la première fois que vous entendez parler d'intelligence artificielle. Là, l'ambition de ce webinaire, c'est de vous donner une vision un petit peu concrète des opportunités qui peuvent se présenter pour l'intelligence, pour les entreprises, au-delà des discours des grands gourous qui vous expliquent que l'intelligence artificielle va tout révolutionner, et de commencer à vous donner quelques clés. Évidemment, c'est un prélude potentiellement pour ceux d'entre vous qui voudront approfondir le sujet, à la série de formations en fait, que M2I Formation organise à destination des cadres non techniciens, puisqu'il y a M2I Formation en fait possède déjà son catalogue des formations pour les data scientists et les développeurs et les programmeurs. Là en fait, nous avons mis au point nous avons élaboré 3 séminaires de formation à destination des gens des métiers qui vont être impactés par l'intelligence artificielle et qui veulent commencer à se réapproprier de façon concrète le sujet, au-delà des grands discours théoriques et des perspectives un peu abstraites que l'on vous propose, qu'on vous a déjà proposées. Alors, l'intelligence artificielle, une opportunité ou pas pour l'entreprise. Alors, j'ai déjà un petit peu défloré le sujet, puis je vous ai expliqué déjà quelle était ma position. Donc, évidemment, en fait, il y a un certain nombre d'opportunités dans le domaine de l'intelligence artificielle pour les entreprises, mais qu'on n'a pas forcément de grande facilité à identifier. Donc, je vais vous donner, moi, ma position, mon analyse, en fait, de pionnier. Moi, je fais partie des pionniers du digital puisque j'ai commencé ma carrière dans le digital en 1996. À l'époque où l'Internet existait déjà, mais où presque tout restait à construire, l'Internet n'était déjà plus nouveau à cette époque-là. Il existait depuis la fin des années 60, donc il existait quasiment depuis 30 ans. Et pourtant, la plupart des gens, la plupart des entreprises, la plupart des cadres en activité de l'époque n'avaient pas encore entendu parler de l'Internet. Ils arrivaient à comprendre ce que c'était concrètement qui se cachait derrière ce réseau, à appréhender de façon vague les usages. C'était déjà pas si mal que ça. Et c'est en 96 en fait qu'on a vu arriver en fait les pionniers de peut-être la deuxième phase de développement de l'internet, et c'était le début de la phase en fait de vulgarisation de l'explosion en fait qu'a connu Internet par la suite. Et c'est à ce moment-là que sont arrivés en fait des gens qui n'étaient pas des techniciens, qui n'étaient pas des universitaires, des pros du réseau informatique, qui ont commencé à imaginer des usages innovants de ce nouveau réseau qui était Internet. Et en fait, quand on considère l'état de développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on constate qu'on en est quasiment en fait au même moment. L'intelligence artificielle, ça n'est déjà plus un sujet techniquement nouveau. En fait, c'est une discipline qui a commencé à émerger vers la fin des années 50, qui a connu en fait plusieurs phases de développement dans les années 60, dans les années 80, plusieurs phases en fait de désamour, la dernière remontant en fait à la fin des années 90 et aux années 2000, et puis de nouveau, entre guillemets, c'est un sujet qui est redevenu à la mode, mais surtout parce qu'il a connu des percées technologiques en fait intéressantes qui ont permis d'améliorer ses performances. De nouveau, depuis le début des années 2010, c'est redevenu un sujet. Il y a énormément de personnes qui s'y intéressent, de scientifiques notamment, mais pas simplement. Et il y a beaucoup d'argent en fait qui est investi pour essayer de faire mûrir cette technologie-là. Et mon analyse, avec le petit recul que je peux avoir, en fait, c'est que c'est le début de l'explosion de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Il y a un certain nombre d'entreprises qui l'ont déjà intégré, mais l'intelligence artificielle est rarement au cœur des process et des stratégies financières, commerciales, etc., des entreprises. Et c'est aujourd'hui, entre guillemets, ou cette année ou l'année dernière, en fait, que les choses ont commencé. Ce qui signifie quoi, reformuler d'une autre façon, à la fois qu'il y a des opportunités de développement pour les entreprises, il y a des opportunités aussi pour les professionnels en poste à saisir. Imaginons qu'on se retrouve, en fait, que vous ayez une machine à remonter le temps, on vous projette en 1996, au début où l'Internet commence réellement en fait à se développer,
Est-ce que vous prenez le pari ou pas? Alors forcément, avec le recul, maintenant que vous savez ce qu'est devenu Internet et le digital, bah, vous allez dire oui. À l'époque, c'était moins clair. Et du coup, vous hésitez peut-être aussi à vous investir dans l'intelligence artificielle parce qu'en fait, les choses ne sont pas si claires que cela. Puis, lorsqu'on n'est pas technicien, développeur, data scientist, statisticien, on se demande si on a une vraie légitimité pour y faire quoi que ce soit. Alors, je vais essayer de vous convaincre à travers cette formation, en tout cas de vous expliquer mon point de vue et de vous convaincre qu'il y a probablement de la place pour des gens dont la compétence première n'est pas la stat, le développement, le chiffre, etc. Et parce que je suis convaincu qu'il y a des opportunités en fait énormes pour les non-data scientists et que si jamais en fait on laisse ce sujet, l'intelligence artificielle, qui risque de bouleverser la société uniquement dans les mains des ingénieurs, dont on aura toujours besoin pour développer les applications, mais si ce sont eux uniquement qui créent la société de l'intelligence artificielle, on risque d'avoir une société qui évolue dans certaines directions. Si jamais toute la société civile, les cadres des RH, de la finance, ceux qui sont en charge de la production, les gens de l'éducation, les gens des médias se réapproprient ce sujet-là, on a des chances d'avoir une intelligence artificielle qui soit plus au service des entreprises d'une part et de la société en général. Alors, je vais vous expliquer pour que vous compreniez un petit peu la posture que j'adopte par rapport à l'intelligence artificielle, mon parcours dans le domaine. Donc moi, j'ai suivi des cours dans une grande école de commerce. On ne parlait évidemment pas d'intelligence artificielle il y a très très longtemps. Et puis, j'ai commencé ma carrière dans le digital, dans l'Internet. Donc, j'ai commencé par faire de la veille sur Internet, et puis je me suis spécialisé dans l'e-commerce, dans l'e-business, dans le marketing digital. À mes tout débuts, je me suis associé avec deux personnes, un jeune qui avait un peu mon profil et quelqu'un qui était un peu plus âgé, qui avait beaucoup de recul, qui s'appelle Joël de René, que vous connaissez peut-être, qui était un scientifique de très haut niveau et qui avait écrit plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique, parmi lesquels L'homme symbiotique. Donc vous avez la couverture là sur la gauche de l'écran. Et dans cet ouvrage, il expliquait, donc qui remonte à 95, il expliquait qu'il y allait avoir une nouvelle société qui serait associée à de nouveaux modèles d'organisation qui s'appuierait à la fois sur les hommes, sur les bases de données, l'information qu'on trouve sur les sites web en surabondance maintenant, et les agents intelligents. Il expliquait que les réseaux allaient relier en fait ces trois types d'entités, les hommes, les connaissances, et puis les agents intelligents, pour créer en fait un nouvel organisme mondial qu'il appelait, lui, le macroscope. Et c'est à cette époque que j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle. J'étais persuadé qu'elle allait tout révolutionner dans les années qui allaient venir. Et puis finalement, bon, ça a pris un petit peu plus de temps. Donc du coup, sa vision, ce macroscope, en fait, a beaucoup impacté, influencé ma pensée. Et lorsque j'ai écrit deux ouvrages, d'une part sur l'économie Internet, donc on appellerait le digital aujourd'hui, et d'autre part le papillon digital, définir une stratégie de commerce électronique qui expliquait aux entreprises comment se réapproprier ce que je percevais comme un Eldorado, le commerce électronique qui commençait à se développer. J'ai expliqué qu'il y avait trois nœuds stratégiques, trois endroits où l'essentiel de la valeur ajoutée se concentrerait. Un, les moteurs de recherche. Donc, vous avez vu la place incroyable qu'a pris Google et le succès à la fois commercial et financier qu'a pris cette société. Deux, les communautés virtuelles. Vous avez vu, mais 10 ans plus tard, la place qu'a commencé à prendre Facebook et les réseaux sociaux, en fait, en général, qui sont devenus omniprésents et qui influencent beaucoup notre société, même au-delà de l'économique, puisque même la politique est largement impactée par la place qu'ont pris les réseaux sociaux. Et puis le troisième nœud stratégique, là où allait se concentrer un autre pôle de valeur, c'était les agents intelligents, l'intelligence artificielle. Alors, j'étais un peu optimiste, je pensais que parce qu'intrinsèquement, il y avait du potentiel sur ces trois nœuds, les moteurs, les communautés virtuelles, les réseaux sociaux, et l'intelligence artificielle, les trois allaient se développer en même temps. Puis finalement, non. Les moteurs se sont développés dans un premier temps, 10 ans plus tard, les réseaux sociaux, et puis 10 ans plus tard encore, maintenant à la fin des années 2010, c'est l'intelligence artificielle en fait qui prend le relais. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont on parle de l'intelligence artificielle en fait aujourd'hui n'est plus exactement la même
que celle dont on parlait, pour le coup, il y a 20 ans. Il y a pas mal de technologies qui ont évolué. Il y a la donnée qui est devenue, pour le coup, centrale. Et il y a énormément de possibilités qui se sont ouvertes, si bien que j'ai acquis la conviction que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, maintenant, revêt un caractère critique pour les entreprises. Alors concrètement, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle est si critique? J'imagine que vous avez assisté à des conférences, que vous avez vu des émissions euh, sur lesquelles, en fait, qui jouent sur les fantasmes que vous avez sur l'intelligence artificielle, qui va nous piquer nos jobs, même si on est des professions intellectuelles aussi supérieures, qui va peut-être même devenir plus intelligente que nous et nous remplacer, et on va peut-être être en concurrence en fait avec l'intelligence artificielle, et les robots vont peut-être tenter de nous annihiler. Moi, je suis assez peu convaincu par ces discours alarmistes ça, qui font vendre du papier, qui font de l'audience à la télévision, qui font des clics sur les sites web, et j'ai une vision un petit peu plus concrète. Alors, je vais essayer de commencer à la partager avec vous. Donc, l'intelligence artificielle, de façon concrète, lorsqu'on analyse ce qu'elle fait déjà aujourd'hui, puisqu'elle va probablement faire de mieux en mieux demain, elle nous permet de réaliser des tâches plus rapidement. Pas forcément des tâches super évoluées, mais des tâches, pour le coup, plus rapidement. Par exemple, dans le domaine des médias, dans le domaine des médias sportifs, dans le domaine des médias financiers, ou même on va dire, sur la rubrique politique, par exemple, de sites comme ceux du Monde. L'intelligence artificielle, sur certains points, permet de gagner du temps. Il y a des robots de rédacteurs qui savent rédiger des analyses de cours, l'analyse de l'évolution des cours de bourse de la veille. Il y a des robots qui rédigent automatiquement en fait les commentaires des résultats des élections, par exemple municipales. Lorsque Le Monde en fait devait avant l'existence de ces robots rédacteurs, commenter les résultats en fait des élections municipales dans toutes les communes de France, c'était quasiment impossible. Ils se concentraient déjà sur les plus grandes villes, et même ça prenait énormément de temps. Depuis 4 ou 5 ans, il y a des robots rédacteurs qui récupèrent en fait les statistiques, en fait les résultats des élections locaux, tel parti qui a obtenu tant de pourcents des votes, tel parti qui a obtenu tant d'autres pourcents, puis qui a été élu, qui prennent ces résultats statistiques-là, ces données chiffrées, et qui rédigent automatiquement en fait le commentaire. Et donc du coup, grâce au robot rédacteur, Le Monde, lors des dernières élections municipales, donc ça remonte déjà en fait à quelques années, en fait a généré je crois, 36 000 pages de commentaires, en fait, d'analyse de ces résultats en l'espace de quelques heures, grâce à ces robots. Donc là, en fait, vous voyez qu'en fait, il y a déjà des applications assez concrètes. Alors, à forte valeur ajoutée ou pas, grave question, mais voilà. Si jamais, en fait, vous avez un smartphone, vous prenez probablement beaucoup de photos avec, et puis vous avez un problème, en fait, c'est que vous avez du mal, en fait, à trier les photos. Vous pouvez le faire, mais trier les photos, en fait, par visage, par occasion, par contexte, etc., ça prend vraiment beaucoup de temps parce que vous en avez souvent des milliers. Maintenant, vous avez des petits bouts d'intelligence artificielle dans les applications de gestion de photos que vous avez sur votre iPhone et puis probablement sur votre téléphone Android s'il est un petit peu évolué, qui classent les photos en fonction en fait des visages des gens qui sont reconnus sur ces photos. Et puis, vous avez même une petite fonction de montage automatique qui permet de créer une petite animation si vous avez un iPhone et puis qui met en scène sur une petite musique douce ou plus rythmée, c'est vous qui décidez en fait les photos en fait avec le visage en fait de vos enfants, de votre famille, etc. Donc, sur un certain nombre de tâches, l'intelligence artificielle permet d'aller plus vite. Pas forcément des tâches en fait avec énormément de valeur ajoutée. Ensuite, l'intelligence artificielle, elle permet aussi d'augmenter. Alors, l'augmentation, c'est un concept qui est un petit peu nébuleux. Il est souvent utilisé pour dédramatiser un peu l'intelligence artificielle et pour expliquer que non, l'intelligence artificielle ne va pas nous remplacer, mais elle va nous permettre de faire plus de choses et d'être plus compétents. Et donc, du coup, l'intelligence artificielle ne serait pas en fait une menace. En réalité, je pense que la réalité sera plus complexe que ça. Il y a probablement un certain nombre de fonctions ou de tâches, en tout cas, qui vont disparaître parce que ce que faisaient les humains sera remplacé par l'intelligence artificielle. Et puis, donc ça, ce sera quand même une réalité. Et d'un autre côté, l'intelligence artificielle nous permettra peut-être d'augmenter nos capacités, de faire des choses qu'on devrait faire au quotidien et qu'on n'a pas le temps. Par exemple, un chef d'entreprise, un dirigeant de PME, c'est un petit peu le mouton à 5 pattes. Il devrait avoir 4 bras, 6 jambes, pour le coup, pour tout faire.
Et par exemple, il doit consacrer un temps en fait sur des tâches à pas très forte valeur ajoutée, comme par exemple la prise de rendez-vous, l'organisation de son agenda. S'il est très riche, si l'entreprise est de très bonne santé, il engage quelqu'un pour faire cela. S'il est moins riche, mais s'il est plus malin, depuis quelques années, il peut faire appel par exemple à Julie Desk, qui est un assistant intelligent, enfin, ou une assistante intelligente que l'on fait, avec laquelle on interagit par email, et qui est capable en fait de prendre des rendez-vous de façon automatique avec les interlocuteurs, les partenaires, les clients du chef d'entreprise, sans qu'il ait besoin en fait de s'en occuper. Donc, il envoie un petit email à Julie Desk avec en copie la personne avec laquelle il est censé fixer un rendez-vous, et c'est Julie Desk en fait qui va échanger par email sans que l'interlocuteur en fait sache que Julie en fait c'est un robot et pas un humain, et qui va caler un rendez-vous. Et Julie est capable en fait de gérer des échanges un petit peu complexes dans ce cadre-là. Le chef d'entreprise, il a besoin, par exemple, de comprendre aussi ce que c'est que le digital, le référencement naturel dans Google, la gestion de campagnes de publicité programmatique, l'analyse de données avec des outils de web analytics. Et comme le sujet digital est devenu un sujet important pour lui la plupart du temps, en fait, au moins sur la partie commerciale de son activité, il faut qu'il s'y investisse un petit peu. Mais c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses à savoir que, objectivement, la plupart des chefs d'entreprise, même ceux qui sont très disponibles et qui adorent la techno, sentent qu'ils courent toujours un petit peu après l'innovation, qui sont toujours en retard. Bah, aujourd'hui, il y a des assistants, alors un petit peu intelligents, qui sont capables en fait de réaliser des audits du référencement naturel, des audits des statistiques des sites internet, et qui sont même capables de réaliser un premier niveau de recommandation. Donc, du coup, ça permet d'économiser un peu de neurones, un peu de temps au chef d'entreprise, ou alors à la personne de petite entreprise, ou à la personne, si son entreprise est plus développée, à laquelle il a délégué le sujet digital, mais qui même, elle, a du mal, en fait, à gérer tous ces sujets-là. Et ça permet de leur permettre d'optimiser la gestion de sujets qui est complexe. Pour l'instant, le niveau d'audit et de recommandation, en fait, reste insuffisant et reste basique, mais il y a déjà un premier niveau de valeur ajoutée. Alors ça, ce sont quelques exemples concrets. L'intelligence artificielle d'aujourd'hui, aka le machine learning ou le deep learning, donc une forme d'intelligence artificielle, une famille de technologies d'intelligence artificielle qui s'appuie sur de l'analyse statistique, permet aussi de faire d'autres choses, c'est de prédire ce qui va se passer. Alors, prédire avec plus ou moins de précision, hein, on n'a pas encore Nostradamus en fait dans nos ordinateurs, mais par exemple, l'intelligence artificielle permet de réaliser des prévisions de vente plus fiables qu'avec les modèles statistiques classiques qu'utilisent les entreprises depuis des années, qui intègrent beaucoup quand même finalement de doigts mouillés. Donc, l'intelligence artificielle, ces formes-là d'intelligence artificielle reprennent des séries statistiques de vente, et puis prolongent des tendances, et puis sont capables de temps en temps d'intégrer des éléments nouveaux. Mais souvent, s'appuient en fait sur ce qui s'est passé dans le passé pour créer leur modèle de prévision. Ces formes-là d'intelligence artificielle sont aussi parfois capables de prévoir le comportement des clients. Tiens, est-ce que ce client-là, il est sur le point d'acheter de nouveau sur notre site d'e-commerce? Est-ce que ce client-là, au contraire, c'est peut-être un churner, c'est quelqu'un qui risque de se désabonner dans pas très très longtemps à son opérateur télécom? Ça fonctionne pour le coup de mieux en mieux. Et contrairement à pas mal d'applications d'intelligence artificielle sur lesquelles on nous fait rêver, comme la voiture autonome, qui n'est pas encore au point, ça, c'est déjà en production, c'est déjà utilisé réellement dans les entreprises. Par exemple, Sephora, pour prévoir l'évolution des ventes de son site Internet, puis du coup, adapter toute la partie logistique, la prise de commande, la supply chain à ce qui va probablement se passer, a déjà mis en place et utilise dans le quotidien, en fait, dans la réalité des faits, ce type d'application d'intelligence artificielle. Et puis, alors, dans un domaine sur lequel on n'attend pas forcément l'IA, l'industrie, les usines, il y a une nouvelle discipline qui s'appelle la maintenance prédictive, qui est en train d'apparaître, et qui, sur base de ce que voient des capteurs, ou de ce que sont des capteurs, donc ça peut être des vidéos, ça peut être des capteurs qui perçoivent en fait d'autres choses, essaye de détecter des signes qui sont avant-coureurs d'une future panne. Si la machine en fait, qui est en charge de telle tâche dans les usines
tombe en panne, c'est toute la chaîne de production potentiellement qui peut être impactée. Puis du coup, peut-être que pendant 2 heures, peut-être que pendant 2 jours, tout va être arrêté parce qu'il y a une seule machine qui est en panne. Aujourd'hui, ce que l'on essaye de faire, puis on y arrive de mieux en mieux, puis ça va évoluer, ce sera de plus en plus efficace, c'est d'essayer de prédire avant que la machine ne tombe en panne, sur base des petits signaux que vont détecter les capteurs, le moment où la machine va tomber en panne. On la répare ou on l'entretient, en fait, on programme une opération de maintenance avant qu'elle ne tombe en panne, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interruption de la production. Donc la prédiction version intelligence artificielle, ça peut recouvrir ces différents types de réalité, d'application. Et puis enfin, parce que avec les nouvelles technologies apparaissent souvent de nouveaux usages, on peut s'attendre à ce que l'intelligence artificielle accomplisse des tâches qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Imaginons que je vous parle en 1994 de référencement naturel dans les moteurs de recherche. Vous m'auriez regardé avec des gros yeux, qu'est-ce qu'un moteur de recherche et à quoi peut servir le référencement dans les moteurs de recherche. Ça, c'est une nouvelle discipline, c'est un nouvel usage qui est apparu en fait avec l'émergence d'Internet, qui n'avait pas de sens sans Internet et qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Et on peut imaginer qu'il y ait du coup le même type d'usage innovant qui apparaissent, qui émerge avec l'intelligence artificielle et qui nous paraît très curieux aujourd'hui. Donc si on résume, à la fois en termes d'opportunités pour les entreprises réelles maintenant et à la fois en termes de défis, parce que du coup, il faut mettre en place ces applications. On a de l'intelligence artificielle qui nous permet de gagner en productivité, donc de réaliser plus vite des tâches. Et pourquoi c'est si important que ça? C'est par exemple, si on prend l'exemple des banques. Aujourd'hui, vous avez une problématique de taux négatif qui a cassé le business model des banques. Avant, lorsque les banques, donc vous savez que maintenant les taux, notamment les taux directeurs qui sont fixés par la Banque centrale européenne et qui ont une conséquence directe sur les taux de crédit immobilier, font que les banques ne gagnent plus rien lorsqu'elles prêtent de l'argent. Alors qu'avant, lorsque les taux étaient à 3-4% à l'année, elles faisaient leur marge là-dessus. Donc elles ont un vrai souci là-dessus. Puis malheureusement, elles n'ont plus trop d'autres centres de profit. C'est pour ça qu'elles augmentent pas mal les frais de gestion courant des comptes, au point qu'il y a même des banques qui vous facturent en fait le fait de déposer l'argent chez vous. Il y a quelques banques en Europe, chez elles, il y a quelques banques en Europe qui font ça. En tout cas, elles ont un vrai problème en fait de marge. Et donc du coup, l'intelligence artificielle, c'est un des outils qu'elles utilisent en fait pour gagner en productivité. Donc en gros, elles vont se séparer d'une partie de leurs effectifs, elles vont confier ce qu'elles peuvent confier pour le coup à des robots, à des systèmes d'intelligence artificielle, pour regagner de la productivité qui va permettre de régénérer de la marge et qui va leur permettre de souffler un petit peu du point de vue financier. On pense tout souvent que les banques en fait sont toutes en bonne santé et génèrent des bénéfices mirifiques. En ce moment, moins. Et l'intelligence artificielle, elles vont l'utiliser pour redresser un petit peu leur compte. Deuxième défi, deuxième type d'opportunité pour les entreprises, notamment pour les petits, mais pas pour les petites, mais pas seulement pour les petits. La plupart des cadres supérieurs sont saturés de boulot et sentent bien qu'ils doivent gérer en fait un univers qui est de plus en plus complexe. L'intelligence artificielle, ça leur permet peut-être, ça va probablement leur permettre en fait de gérer plus de choses, mais aussi des sujets qu'ils ne sont pas capables en fait de gérer eux-mêmes, parce qu'en fait on ne peut pas tout savoir faire. Donc du coup, ça peut permettre donc d'augmenter les capacités des cadres et pas que les cadres. Par exemple, chez Sephora, il y a pas mal de vendeuses qui sont un peu dépassées par l'évolution des gammes des parfums. Si vous connaissez peut-être ce parfum qui s'appelle Angel de Thierry Mugler, avant, il y avait une seule version de ce parfum. Il y avait un seul packaging, une seule version de ce parfum. Maintenant, je pense qu'il y en a au moins 10. Pour arriver à conseiller un client sur la meilleure version d'Angel, celle qui va lui convenir, c'est devenu compliqué. Il y a une application chez Sephora qui s'appuie pas encore vraiment sur de l'intelligence artificielle, mais qui assiste les vendeuses, qui leur permet justement de guider de mieux comprendre déjà les gammes des différents producteurs de parfums et de guider du coup les clients et les clientes en fait vers le parfum plus adapté. Pour l'instant, sur la partie guidage, c'est pas encore complètement idéal, mais d'ici probablement 2 ou 3 ans, il y aura des systèmes d'intelligence artificielle pas si compliqués que ça, qui seront intégrés et qui permettront, sur base des deux, trois questions stratégiques qu'on va poser à la cliente, de lui recommander les 5 parfums qui lui conviennent en général et dans la gamme Angel de Thierry Mugler, en fait, celui qui est le plus adapté.
Ensuite, donc du coup, l'entreprise, l'intelligence artificielle, je vous disais, permet de prédire ce qui va arriver. Donc si j'arrive à prédire mes ventes, je peux peut-être adapter par exemple mes commandes à mes fournisseurs et puis protéger pour le coup mes marges. Et puis demain, alors ça va être un énorme défi, l'intelligence artificielle permettra de rendre des services qu'on n'imagine ni demander à des robots, ni à des logiciels, ni à des hommes pour le coup aujourd'hui. Donc en termes d'opportunités, peut-être que vous pouvez structurer votre pensée suivant ces trois axes. Faire plus vite, augmenter la productivité, augmenter les capacités des agents dans les entreprises, être capable de un peu mieux prédire ce qui va se passer dans un monde qui bouge vite, ça n'est pas peu intéressant. Et puis il y aura des nouveaux usages qu'il faudra détecter. Donc là, j'ai essayé de vous donner des clés pour essayer de vous projeter de façon un tout petit peu plus concrète dans le monde de l'intelligence artificielle. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, et puis c'est comme les sujets dont on parle beaucoup, hein, le sexe, il y a des gens qui en parlent beaucoup, je suis désolé, hein, c'est un webinaire professionnel, puis je dérive un petit peu, on en parle beaucoup, ce ne sont pas forcément ceux qui en parlent le plus qui en font le plus. Donc là, j'ai essayé dans les 2 dernières années, de dresser un panorama de ceux qui faisaient de l'intelligence artificielle et de ceux qui en faisaient de la vraie, de la fausse, et puis d'essayer de distinguer ceux qui parlaient beaucoup et de ceux qui réalisaient beaucoup. Clairement, ceux qui en parlent le plus et qui en font le plus, ce sont les fameux GAFA, les mastodontes américains, donc les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, auxquels on pourrait ajouter, là vous avez vu sur la première marche du podium, j'ai ajouté également IBM et Microsoft, parce que ces sociétés-là, non seulement ont un niveau de maîtrise technologique très important, dégagent des budgets énormes sur l'intelligence artificielle et surtout, ont mis en production à grande échelle ces technologies-là qui enrichissent déjà leurs services. Amazon l'utilise par exemple pour faire de la prédiction, Amazon l'utilise pour faire de la recommandation, Apple a intégré au moins 10-15 briques d'intelligence artificielle importantes dans ses téléphones, et puis pas qu'Apple, etc. Donc clairement, le centre de gravité de l'intelligence artificielle, même au niveau de la recherche, et pas simplement des applications mises en production, se trouve chez les GAFA. Alors, chez les GAFA aux États-Unis et chez les BATX, l'équivalent des GAFA, Baidu, Alibaba, Tencent, etc., en Chine. Et la Chine est un acteur important déjà de l'intelligence artificielle. Sur la deuxième marche du podium, on a les startups. À la fois, il y a énormément de startups qui se sont créées autour de l'intelligence artificielle, et à la fois, il y a beaucoup d'investissements de la part des capitaux risqueurs qui se déversent sur ces startups. La plupart de ces startups ne seront plus vivantes dans 5 ans, mais il y en a certaines qui auront inventé des applications qui cartonneront puis qui changeront notre quotidien. Notre quotidien professionnel, peut-être personnel, mais ça arrivera. Parmi ces startups, il n'est pas inintéressant de constater qu'il y en a qui parlent beaucoup, et qui ne font pas beaucoup, en fait, qui disent, nous, on fait de l'intelligence artificielle, par exemple, dans le monde de l'emailing, tout le monde fait de l'email automation et utilise l'intelligence artificielle, la plupart du temps, de façon très marginale. Le cœur de leur valeur ajoutée est complètement pour le coup ailleurs. Ce qui ne veut pas dire qu'elles offrent des services qui ne servent à rien, mais en tout cas, qui reposent peu sur l'intelligence artificielle. À l'inverse, complètement à l'opposé du paysage intelligence artificielle chez les startups, on a qui utilisent des technologies d'intelligence artificielle très compliquées, donc qui font de la vraie intelligence artificielle, au sens scientifique du terme, mais qui arrivent à dégager très peu de valeur pour les entreprises. Donc elles en font de la vraie, mais qui ne servent pas pour le coup à grand-chose. Et puis, entre les deux, on a des situations intermédiaires, des startups qui font vraiment de l'intelligence artificielle, qui enrichissent vraiment leurs applications, mais peut-être dont le centre de gravité, pour le coup, reste quand même ailleurs. Et puis enfin, on a les grandes entreprises, alors qui peuvent s'appeler CAC 40 en France ou Fortune 500 aux États-Unis, qui ont tous des départements, soit qui s'appellent data, soit qui s'appellent IA, intelligence artificielle, des départements qui peuvent comprendre 5 personnes ou qui peuvent en comprendre 50 et parfois 500, et qui testent beaucoup pour la majeure partie d'entre eux, des applications d'intelligence artificielle qui leur permettent de faire des annonces et d'expliquer aux financiers, à la bourse et aux investisseurs qu'elles sont en train de muter, qu'elles opèrent leur transformation digitale et qu'elles sont sur les rangs pour la course à l'intelligence artificielle. Mais la plupart du temps,
qui mettent peu de choses en production. Il y a des choses en production, par exemple, dans les banques, il y a pas mal d'applications d'intelligence artificielle qui sont utilisées dans le cadre du CRM, de la gestion de la relation client. Après, les petites sociétés, il y en a certaines malignes qui utilisent des petites briques d'intelligence artificielle qui sont disponibles sur le marché, qui marchent à peu près, mais souvent elles sont un petit peu à la traîne. Paradoxalement, il y a des consultants, il y a pas mal de consultants qui sont à la pointe de l'utilisation de l'IA, mais dont on n'entend pas forcément parler. Alors justement, pour être à la pointe, il faut comprendre un peu quelles sont les technologies d'intelligence artificielle. J'ai essayé de représenter sur 2 slides l'essentiel de ce qu'il faut avoir en tête. L'intelligence artificielle, donc, c'est une technologie, c'est un ensemble de technologies, pour être plus précis, qui remonte aux années 50. Et à l'époque, on mise beaucoup sur l'intelligence artificielle. Il y a déjà beaucoup de fantasmes. Il y a des prévisionnistes, des gourous qui expliquent que l'intelligence artificielle va tout révolutionner. Puis finalement, 50 ans, 60 ans plus tard, on n'y est toujours pas. Et ce qui est rigolo, intéressant, un peu d'un point de vue historique analysé, mais qui nous permet après peut-être de mieux comprendre peut-être ce dont sera fait l'avenir, c'est que les applications sur lesquelles on fantasme à l'époque, les promesses qu'on nous fait sont presque les mêmes que celles qu'on nous fait aujourd'hui. Et puis du coup, les dangers, les écueils que l'on nous met aussi en avant d'un autre côté sont quand même assez proches. Ça ne s'est pas réalisé. Pourquoi? Parce que les technos n'étaient pas, les technologies de l'époque en fait n'étaient pas forcément mûres. Je vous expliquais que 2 décennies plus tard, en fait, il y a un regain d'intérêt pour l'intelligence artificielle, puis il y a de nouvelles technologies qui apparaissent qui permettent de relever des défis qu'on n'arrivait pas à relever auparavant. Ensuite, une phase de désamour. Et puis, au début des années 2000, la fin des années 2000, pardon, début des années 2010, il y a une famille de technologies d'intelligence artificielle qui remonte à la fin des années 80, qui s'appelle le machine learning, qui refait surface. Parce que les algorithmes de l'époque de machine learning de la fin des années 80, début des années 90 n'étaient pas assez performants. La puissance de calcul des ordinateurs ne permettait pas d'aller jusqu'au bout de cette logique-là. Et surtout, comme cette forme d'IA-là, d'intelligence artificielle-là, a besoin de beaucoup de données, beaucoup de statistiques de vente, beaucoup d'images pour apprendre à l'IA à reconnaître des petits chats, des visages, etc. La donnée n'était pas disponible sous forme numérique, en tout cas, à la fin des années 80 ou au début des années 90, elle l'est, grâce à l'émergence, au développement, à l'explosion d'Internet, elle l'est beaucoup plus à la fin des années 90 ou à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Donc là, en 2010, il y a un regain d'intérêt pour le machine learning. À l'époque, donc du coup, ce sont plutôt les GAFA, Google, Facebook au premier rang desquels, qui s'y intéressent. Mais pour être très honnête, les directions même de ces boîtes qui sont visionnaires n'y croient pas. Mais il y a 2-3 personnes dans ces sociétés-là qui disent il me faut un budget de quelques millions d'euros pour vous prouver que ça peut de nouveau marcher, qu'on peut arriver à reconnaître les visages qu'il y a sur les images partagées sur Facebook ou qui permettent de mieux analyser le sens des documents si c'est sur la partie Google. Et puis il y a 2-3 personnes qui prennent leur patte au pèlerin et qui démontrent avec des prototypes que là, cette technologie-là est mûre d'un point de vue technique et surtout permet d'améliorer la valeur d'usage des réseaux sociaux ou des moteurs de recherche de l'autre côté. Et c'est à partir de ce moment-là, à peu près, et c'est à peu près l'histoire, la façon dont l'histoire s'est organisée, que le machine learning redevient la mode, qui est une forme très particulière d'intelligence artificielle qui s'appuie sur de l'analyse statistique. L'analyse de statistiques, en gros, ça consiste à demander à la machine de prédire avec la plus forte exactitude possible le fait que sur une image, on ait un petit chat ou on ait le visage d'une personne pour le coup en particulier. Et c'est du coup, le machine learning connaît en fait un fort essor à partir de ce moment-là, et puis devient un sujet presque grand public dans les entreprises à partir de 2015-2016. Une forme très particulière de machine learning, c'est le deep learning, justement, qui s'appuie sur des grosses quantités de données, c'est de l'apprentissage automatisé mais profond, et qui a tout changé. Et aujourd'hui, si jamais en fait vous entendez dans le discours d'un gourou de l'intelligence artificielle que sans data, sans données, on ne peut pas faire d'intelligence artificielle, c'est forcément quelqu'un qui a découvert l'intelligence artificielle à cette époque-là et qui n'a pas la perspective sur toutes les autres, sur tout ce qui s'est passé avant, parce qu'avant 2010, on n'associait presque pas la data à l'intelligence artificielle. Donc, pépite de ce webinaire, il n'y a pas que la data qui compte dans l'intelligence artificielle et on peut en faire pour le coup 100. Et vous voyez là, alors,
inutile de regarder en fait tout ce qu'il y a, de comprendre dans le détail tout ce slide-là. Le machine learning, qui est un peu au cœur des nouvelles techniques d'intelligence artificielle, lui-même a plusieurs branches. Il y a des algorithmes de machine learning qui permettent de prédire des ventes. Il y a d'autres algorithmes qui sont plus forts, par exemple, pour recommander le film que Netflix doit vous mettre en avant, vous recommander de voir en fonction de l'analyse de vos goûts. Il y a d'autres algorithmes qui sont capables de faire par exemple de la prévision sur la probabilité qu'une personne qui demande un crédit immobilier soit défaillante pour le coup à l'avenir, etc. Donc il y a différentes classes d'algorithmes d'analyse qui sont adaptées à différentes formes d'application d'intelligence artificielle. Et un des défis, je pense que pour les cadres non data scientists, c'est d'arriver un petit peu à comprendre ces différentes familles d'algorithmes pour imaginer des nouveaux usages qui n'auraient pas encore été imaginés par les data scientists. Il faut que j'accélère un petit peu les fondamentaux de l'IA. Alors, au-delà de ces détails techniques, moi, ce qui m'intéresse surtout en tant que chef de petite entreprise, ce sont les applications concrètes et aussi, accessoirement, les différents niveaux de valeur ajoutée que l'intelligence artificielle peut apporter. Aujourd'hui, et ça va un peu à l'encontre des discours des gourous de l'intelligence artificielle est très bête et on ne sait pas si elle va devenir très intelligente. Donc, ce que c'est très bien faire l'intelligence artificielle, c'est reconnaître des petits chats sur les photos que vous partagez sur Facebook, de reconnaître vos visages, si jamais vous habitez en Chine, il y a des systèmes en fait de reconnaissance en fait des visages qui sont installés dans tous les lieux publics des grandes villes qui permettent de traquer en fait les gens. Ça marche très bien. C'est très bête, ce sont juste des applications qui permettent de reconnaître des objets pas si compliqués que ça, mais ça peut avoir une valeur. C'est une valeur pour le gouvernement chinois, c'est une valeur pour Facebook ou pour Apple, par exemple, qui vous permet qui peut vous proposer des applications qui classent les images, ou pour Facebook, qui permet d'analyser tout ce qu'il y a sur une image sur laquelle vous êtes présent pour essayer de vous profiler encore mieux. Vous savez que Facebook adore jouer avec vos données personnelles. Une forme de données personnelles, ce sont les informations que Facebook détecte sur les photos que vous partagez. Ensuite, il y a une deuxième génération d'applications, un niveau de valeur ajoutée supérieur, que moi j'appelle les automates. En jargon de consultant, ça s'appelle Robotic Process Automation, RPA. Donc là, ce sont des enchaînements en fait de tâches qui sont réalisées par les robots, par les agents intelligents, enfin par les systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de réaliser des tâches à la place des gens. Si on assemble plusieurs briques, plusieurs automates entre eux, on peut arriver en fait à reproduire des processus un peu complexes par lesquels passent des consultants, par exemple, pour analyser des dossiers, des situations et formuler des recommandations. Et là, pour moi, on atteint un niveau, le niveau des agents intelligents. Et puis, si on assemble plusieurs agents intelligents entre eux et qu'on crée une architecture d'agents, on peut créer des trucs un peu complexes et un peu qui sont carrément au-dessus. Par exemple, la voiture autonome, c'est l'assemblage de différentes formes assez évoluées d'intelligence artificielle pour faire en sorte de reproduire un comportement complexe qui est celui du conducteur, qui est capable de réagir à une situation imprévue, qui est capable de caler son style de conduite sur le style de conduite des gens qu'il a autour de lui dans une ville dans laquelle en fait il arrive, etc. Après, l'intelligence artificielle générale, ou AGI en anglais, donc l'intelligence artificielle qui sera aussi intelligente que nous, qui saura faire tout ce qu'un humain sait faire, du point de vue professionnel, du point de vue personnel, etc. On nous prédit qu'elle arrivera dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. On n'y est pas encore. Il y a beaucoup de gens très pointus en intelligence artificielle qui n'y croient pas. De là à ce qu'on passe à l'ultime phase de développement de l'intelligence artificielle, qui serait la singularité, donc une intelligence artificielle qui non seulement saurait faire tout ce qu'on sait faire, mais nous surpasserait en tout, on en est pour le coup très loin. Et du coup, les gourous, maintenant qu'ils ont annoncé que la singularité arriverait dans finalement pas si longtemps que ça, puis que leurs prévisions ne se réalisent pas, disent oui, mais en fait, on ne sait pas exactement à quel moment. Ça va arriver, c'est sûr, mais à quel moment? Peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 200 ans. En gros, quand je serai mort, moi, c'est le gourou qui prévoit ça, je ne sais pas. Donc, on se mouille plus trop. Bref, robots, automates, agents intelligents, c'est tout de suite ou bientôt. Le reste, c'est peut-être et peut-être pour le coup jamais. Du côté des outils, parce que vous voulez peut-être savoir aussi comment on crée des systèmes intelligents. Si vous êtes un data scientist et que vous vous appuyez sur le machine learning, vous avez besoin d'une certaine série d'outils, donc des frameworks, des librairies, des bases de données et forcément beaucoup de données. Si vous voulez faire du machine learning, mais que vous n'êtes
pas un data scientist comme moi, il y a des outils qui permettent d'essayer de mettre en place des systèmes de machine learning, de prévision de vente, par exemple, sans coder une seule ligne de code. C'est l'automated ML. Ensuite, il y a des gens qui vont même, des prestataires qui vont même plus loin, qui vous disent, écoute, moi j'ai créé la machine à prévoir tes ventes, tu rentres tes données dedans, c'est fini, c'est moi qui le fais à ta place. Et ensuite, il y a les vieilles formes d'intelligence artificielle, celles qui s'appuient sur des règles et qui essayent de formaliser en fait les règles de fonctionnement par lesquelles passe un expert du marketing, des RH, de la finance, etc., et qui reproduisent son comportement, par opposition au machine learning qui essaye de prédire ce qui va se passer sur base de, pour le coup, de données. Donc là, il y a encore d'autres séries d'outils qui sont disponibles. Et enfin, on a de l'IA qui s'intègre dans les objets connectés. Et là, en fait, ce sont encore d'autres outils matériels ou logiciels, pour le coup, auxquels on recourt. Donc là, vous avez en fait un échantillon des différents outils qu'on doit utiliser lorsqu'on veut mettre en place un projet d'IA dans son entreprise. En dehors des outils, il y a une chose qui peut intéresser en fait les cadres, et les cadres dirigeants notamment, c'est toute la partie stratégique. Alors, j'ai créé plusieurs modèles en fait pour essayer de faire le lien entre les opportunités, la technique, puis la réalité des entreprises, puis leurs besoins. Là, je vous présente un petit schéma qui peut permettre de vous projeter en fait dans l'avenir. Je gère une agence de consultants en marketing digital. La première chose que j'ai commencé par faire lorsque j'ai créé l'entreprise, c'est à créer des méthodes. En gros, j'ai essayé de formaliser la façon dont j'analysais les choses et puis j'ai proposé des méthodes en fait pour former mes premières recrues. Ça n'a pas trop mal marché, mais entre les méthodes que je proposais et puis la mise en œuvre de ces méthodes en fait dans le cadre d'une relation avec un client, il y avait en fait un écart. J'ai bien vu en fait qu'il y avait certains consultants particulièrement intelligents ou affûtés, vifs, qui parvenaient en fait à combler cet écart, puis à se rapproprier la méthode et la transformer en fait en méthode de travail concrète. Et puis on avait d'autres moins. Donc l'étape suivante, ça a été d'essayer, c'est pas révolutionnaire, hein, il y a énormément d'entreprises qui le font, de créer des process. Tu accueilles un client, tu dois commencer par faire ça. Ensuite, tu passes par telle étape, telle étape, telle étape, telle étape, telle étape. Ça a permis en fait d'intégrer encore plus rapidement les consultants. Ceci étant, nos sujets digitaux, référencement naturel, gestion de campagne de publicité, analyse de données, sont devenus de plus en plus complexes. Donc du coup, les process en fait ne suffisaient plus. Donc on a créé des modèles, ce que j'ai indiqué là sur ce que j'ai désigné en 3 par template. Donc on a créé des modèles d'audit ultra complets, en fait très complets, qui passaient en revue quasiment toutes les situations possibles imaginables, et le consultant n'avait plus qu'à reprendre le modèle et pour générer pour le coup un excellent rapport d'audit, de recommandation, etc. Et puis le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de choses à remplir en fait dans ces templates qui s'allongent, et on n'a pas forcément le temps homme qui nous est acheté par nos clients. Donc on a investi il y a une dizaine d'années dans l'automatisation d'un certain nombre de choses. Par exemple, l'automatisation de la partie pas trop compliquée des audits de campagne AdWords, de référencement naturel, etc. La suite, c'est qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui des systèmes qui, sur fondement de ces audits, vont permettre de générer des plans d'action, des espèces de stratégies. Et dans l'idéal, dans pas trop longtemps, on arrivera à faire exécuter ces plans stratégiques, ces stratégies alors ça peut être des stratégies de marketing digital, des stratégies de RH, des stratégies de contenu, pourquoi pas, par des robots qui réaliseront ce qui a été prévu en fait par les robots planificateurs, pour le coup stratèges. Donc dans la façon dont vous vous projetez dans l'intelligence artificielle, vous pouvez en fait vous appuyer sur ce schéma pour vous projeter à 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, un de vos défis, ce sera d'essayer de comprendre s'il y a des technologies qui permettent de réaliser des analyses automatiques, d'autres technologies à peu près mûres qui permettent de générer des plans automatisés. Puis ça arrivera après, qui permettent même d'exécuter pour le coup les choses. Alors, 3 petites pistes de réflexion, 3 petits défis pour vous. De nouveaux outils, parce qu'il va falloir, si vous êtes motivé et si vous voulez entrer de plein pied dans le monde de l'intelligence artificielle et sans être data scientist et sans faire de la statistique, il va falloir quand même
vous investir un petit peu en technique, puis apprendre de nouveaux outils. Hein. Quand l'informatique est arrivée, il a fallu apprendre ce que c'était qu'un traitement de texte, un tableur, et puis peut-être aussi un outil de présentation comme PowerPoint. Bah là, il va y avoir des nouveaux outils. Ceux que je vous présente ne sont pas les outils peut-être qui seront dominants dans 10 ans chez les cadres, mais ce sont des outils qui vous permettent de toucher du doigt différentes évolutions qui sont en train de se mettre en place. Par exemple, le Zapier, c'est un outil qui vous permet d'automatiser des tâches bêtes. Lorsque je tourne des vidéos de formation et que je souhaite les mettre en ligne, j'ai au moins entre 10 et 20 clics par lesquels je dois passer. Donc, j'ai entre 5 et 10 minutes de temps de travail pour mettre en ligne une seule vidéo. Si jamais je peux gagner ça, ce temps-là, je le récupère pour inventer veiller en fait, mettre en place des systèmes de veille sur l'intelligence artificielle, créer de nouveaux modèles, tourner de nouvelles vidéos, etc. Bah, Zapier me permet de mettre en ligne automatiquement une vidéo sans que j'intervienne à partir du moment où je l'ai copiée dans un répertoire spécifique de mon ordinateur. Et elle se connecte au service qui gère la diffusion des vidéos, Vimeo en l'occurrence, et pour le coup, Zapier peut tout faire. Donc, tester Zapier, ça peut être intéressant. Ensuite, on a un autre outil alors qui est très bizarre, qui est IFTTT, if then, if this then that, donc c'est un peu de l'algorithmie. Si jamais en fait toi le robot tu vois ça par exemple si jamais tu vois quelqu'un arriver dans la cour de mon jardin, alors dans ce cas-là tu fais ça. Tu lui ouvres le portail si jamais tu reconnais que c'est moi ou ma famille, et tu n'ouvres pas le portail si jamais ce n'est pas le cas. Donc là, IFTTT, c'est aussi un outil d'automatisation, mais qui se fonde en fait sur des règles un petit peu plus fines et qui interagit même avec le monde extérieur. Ça peut être rigolo aussi de tester ça. Et puis enfin, alors il y a un ovni qui est Airtable, en gros, qui serait l'Excel, mais en version, on va dire, 20 ans plus tard. Essayez de le tester, vous verrez, en fait, et il y a des connexions aussi avec l'intelligence artificielle, puisqu'il y a toute une partie automatisation. Donc voilà, quelques petites pépites, quelque chose à explorer. Si vous voulez aller franchement plus loin, puis j'espère que je vous ai convaincu qu'il y avait des opportunités, puis autour de l'IA, lorsqu'on est professionnel, et puis que c'était le moment de se les réapproprier, bah, du coup, on a conçu 3 séminaires avec M2I Formation, détecter les opportunités de l'intelligence artificielle, donc c'est la journée qui est très dense, qui replante les piquets, l'essentiel de ce qu'il faut savoir lorsqu'on est cadre pour se projeter dans le nouveau monde de l'intelligence artificielle. Une deuxième journée qui est les applications de l'intelligence artificielle, où là, on va détailler de façon beaucoup plus concrète et systématique ce qui est en œuvre aujourd'hui dans les entreprises ou ce qui risque d'arriver demain matin. Et enfin, vous avez une vision un peu stratégique. Vous voyez plus concrètement ce que peut faire l'intelligence artificielle et vous voulez vous lancer. La troisième journée, lancer un projet d'intelligence artificielle. Nouvelle mode machine learning, ancienne technologie, la vieille intelligence artificielle qui se fonde sur des règles. On verra les deux parties. Sur la première journée, si vous voulez savoir un peu de ce dont elle sera composée, j'ai présenté le plan. Donc, il y a une introduction générale, les applications de l'IA par métier, les applications par secteur d'activité, médias, industrie, e-commerce, etc. Comment des outils pour intégrer de façon un peu stratégique des modèles pour intégrer l'IA en tant que stratégie dans la stratégie de votre entreprise, un passage en revue en fait des différentes technologies de l'intelligence artificielle, sans vous apprendre à programmer, c'est pas l'objet, mais pour vous permettre de reprendre des repères et de ne pas être, on va dire, la proie des consultants ou des data scientists uniquement. Et puis les outils concrets qu'on utilise pour monter des projets d'IA. Donc voilà, j'ai dépassé un tout petit peu le temps puisqu'on a dépassé les 45 minutes. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que j'ai partagé mon enthousiasme, mais vous l'avez vu, qui est mesuré, qui essaye de coller quand même à la réalité. Et puis du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la séance de questions et réponses. Alors, nouveau message. Alors, j'ai des merci, j'ai des bonjours. Et puis, visiblement, j'ai dû être très efficace puisqu'il n'y a pas de questions.
Bon, bah alors moi, je vais inventer des questions parce que sinon, je vais vous faire, vous allez être triste pour moi. Il y a un autre sujet en fait que l'on n'a pas abordé, c'est le problème du retour sur investissement de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça permet de générer du chiffre d'affaires ou est-ce qu'il y a... Alors, aujourd'hui, on a assez peu de données. Je vous expliquais que l'un de mes défis. Alors oui, pour le PowerPoint, je suis désolé, hein, maintenant qu'il y a une vraie question, je vais répondre. Oui, pour le PowerPoint, en fait, vous allez recevoir en fait un mail qui va vous permettre de télécharger le PowerPoint, et sauf si je me trompe, il y aura même une rediffusion en fait du webinaire. Que pensez-vous? Alors, bon, bah, je vais répondre à la question puisque c'est prioritaire. Que pensez-vous des services proposés par Microsoft via Azure? Alors, pour ce que je peux en comprendre, et puis moi, je n'ai pas, parce que j'ai réalisé une synthèse, on va dire, multisectorielle, multi-technologie, etc. Pour ce que je peux comprendre de l'offre de Microsoft, grosso modo, en matière d'intelligence artificielle, l'offre de Microsoft en intelligence artificielle, un peu comme celle d'IBM, se confond, enfin s'intègre dans la stratégie de cloud de Microsoft. Donc, vous savez, le cloud, ça correspond au fait de mettre à disposition soit des applications qui fonctionnent du coup à distance, soit l'hébergement de bases de données, soit de la puissance de calcul, etc. Et parmi toute cette offre-là, il y a une partie qui s'intéresse à l'intelligence artificielle, enfin qui intègre des fonctions d'intelligence artificielle. Il y a énormément de modules différents. Il y a des modules en fait qui permettent de faire de la reconnaissance d'image. Il y a des modules qui permettent de gérer de l'interprétation de texte. Et puis il y a des modules aussi, enfin des briques qui vous permettent à vous de lancer votre propre projet de machine learning. Je vous avoue que n'ayant ni les tarifs et n'ayant pas en fait récupéré de benchmark sur les performances des différentes briques, je suis pour le coup assez peiné pour pouvoir répondre à ça et juger pour le coup de l'offre. Il y a une partie dans l'offre de Microsoft qui m'intéresse pas mal en tant que non data scientist, c'est il y a une partie des services qu'ils offrent qui s'appuie sur l'automated ML, donc le machine learning pour les nuls qui n'ont pas besoin en fait de développer, de jouer avec des algorithmes et pourtant qui permettent par exemple d'apprendre à une machine à reconnaître des objets en fait au sein d'une image ou à réaliser des prévisions. Donc moi cette partie-là en fait m'intéresse pas mal. Sur le reste, je crois que l'offre de Microsoft en fait est intéressante et je ne suis pas capable de vous dire en fait si elle est bien meilleure que celle de Google ou pour le coup d'Amazon pour le coup qui ont des offres un petit peu similaires. Oh là là, alors là il y a une question très spécifique. Quelles sont les possibilités d'intégrer les outils d'IA avec SharePoint online tels que les workflows? Et je suis désolé, je dois botter en touche parce que ça c'est une application très spécifique. J'ai dû en passer en revue 4 ou 500 et celle-là je ne l'ai pas passé en revue. Ce que je vous propose, Romain, c'est de faire une petite recherche et puis du coup de vous envoyer une réponse lorsque je l'aurai. Puis du coup, je vais essayer de faire la même chose avec Brian qui me posait des questions sur Microsoft via Azure. Je vais faire une petite recherche cet après-midi. Sur les dates, j'ai été trop vite des 3 séminaires. Première date sur la première journée très dense d'introduction, 12 le mardi de mémoire, le mardi 12 novembre. Deuxième date, ah ben non, en 2020, non, pardon, je suis désolé. Alors ça, c'était en 2019, donc de 12, 13 et 14 octobre. En 2020, on n'a pas encore fixé les dates. Donc du coup, je vous propose qu'on revienne à vous, idem par email, et puis on pourrait peut-être aussi envoyer ces dates-là sur 2020 à l'ensemble des participants au webinaire. Voilà, Virginie avait déjà répondu, je n'avais pas vu. Bon, je surveille s'il y a de nouvelles questions. Comme il n'y en a pas, je finis de meubler, de répondre à la première question que je m'étais auto-posée, le retour sur investissement de l'intelligence artificielle. Il y a comme assez souvent sur les technos, au début, on a du mal à récupérer des infos, d'autant plus que ceux qui
on va dire les pionniers veulent pas toujours communiquer sur les ROI. Si ça ne marche pas, c'est pas très glorieux de dire, enfin si le ROI n'est pas bon, ça n'est pas très glorieux de dire non, ça ne fonctionne pas. On préfère du coup enterrer un peu les trucs sous le tapis. Et si ça fonctionne trop bien, on n'a pas forcément envie que le concurrent le sache. Pour ce que je peux en comprendre, dans le domaine du CRM, ça permet de gagner du temps. En gros, comment dire, les clients des entreprises en fait les sollicitent de plus en plus en fait par email, par chat, par les réseaux sociaux, etc. Et ça coûte une fortune aux entreprises et notamment aux grandes entreprises de gérer tous ces échanges. Et puis vous-même, vous devez voir, même si vous n'êtes pas en contact avec la clientèle, que vous êtes submergé par les messages tout au long de la journée. Et ça vaut encore plus pour ceux qui sont en contact avec la clientèle. Et là, les systèmes en fait qui permettent de pré-traiter les emails pour permettre aux chargés de clientèle, par exemple dans les banques, de savoir ce qu'il faut gérer, comment dire, les messages auxquels il faut répondre de façon prioritaire. Et même parfois, les systèmes qui permettent de suggérer des réponses comment dire, aux chargés de clientèle, en fait, sont déjà en production, qui sont pas parfaits, loin de là, mais permettent déjà de gagner du temps. Donc là, il y a de la productivité, il y a un vrai ROI, en fait, à aller chercher. Après, sur tout ce qui est chat, vous savez, en fait, les petits systèmes qui permettent de se débarrasser de l'internaute qui voudrait remplir un formulaire ou vous contacter par téléphone, ça se développe pas mal. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Si vous vous arrêtez à des indicateurs purement statistiques, c'est génial. Si vous regardez l'impact que ça a des fois sur la perception sur la relation client, qui est un peu du point de vue qualitatif, c'est pas toujours pour le coup fantastique. Un retour sur les outils CRM, Doolist, Salesforce, Efficity, Arena Metrics, je ne connais pas. Salesforce, j'y ai un peu été. Pour moi, ils sont plus dans l'automation que dans la vraie intelligence artificielle, sauf sur la partie, on va dire, prédiction, sur lesquelles ils ont intégré une partie d'intelligence artificielle pour faire du scoring de clients pour Salesforce. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui pour le coup, et je vais essayer de trouver des réponses plus spécifiques pour dans le restant de la journée. Mais question très intéressante. Faut-il internaliser grosso modo, Michel, les data scientists ou passer par des consultants ou rester en automated ML? Alors, à la fois pour la problématique en fait d'internalisation et d'externalisation et pour on va dire un petit peu les stratégies. Alors, je ne vais pas déflorer, on abordera ça dans la formation. Mais pour moi, il y a deux, trois dimensions pour le coup à intégrer. Un, la difficulté de recrutement. Un data scientist, même pas bon, même mauvais, ça coûte tout de suite 50K, 60K, 70K brut. Donc du coup, c'est pas un petit budget. C'est un petit peu comme dans le digital en général. Il y a des tensions sur le recrutement qui fait qu'on est obligé de prendre des gens des fois très chers pour une valeur ajoutée moyenne. Donc du coup, moi j'aurais tendance à dire peut-être que dans certains cas, si on n'arrive pas à trouver la perle rare, sachant que même les perles pas rares nous coûtent cher en matière de data science, il vaut peut-être mieux externaliser cette fonction-là, faute de capacité, faute de pouvoir, de capacité à attirer en fait les bons talents à des entreprises qui ont un peu pignon sur rue, même si ça coûte pour le coup a priori un peu plus cher. Si vous embauchez un data scientist puis que vous apercevez qu'en un an il n'a rien produit, c'est pas forcément intéressant. Maintenant, il y a énormément de vendeurs de pêche et de pioche qui jouent sur votre ignorance en fait de la techno, donc des consultants ou des SS2I. Donc c'est pas comment dire la panacée, sachant qu'eux-mêmes ont des difficultés à recruter. Donc si jamais vous passez par un prestataire, posez-lui la question en fait sur la personne qui va vraiment bosser sur votre dossier pour savoir si c'est aussi quelqu'un de moyen ou pas bon, ou si c'est quelqu'un qui a un petit peu d'expérience ou en tout cas qui a du potentiel. Et sur le mode automated ML, qui serait l'alternative à l'internalisation, au recrutement de data scientist ou à la sous-traitance à des SS2I, sur l'automated ML, ça fonctionne sur un nombre de cas limité, de la prévision de stats par exemple, de la reconnaissance d'image et encore, pour le coup, ça a des limites et ça ne permettait pas de tout faire. Google, Microsoft et Amazon, en fait, sont en train d'avancer, mais ce sont des services qui ont 1 an ou 2 ans au maximum, qui évoluent pour le coup rapidement. Alors, Watson et IBM, j'ai enfin une réponse un peu spécifique à fournir sur un outil particulier. Alors, avec beaucoup de prudence
puisque là vous avez vu que le, le service que je propose, c'est à la fois de passer en revue l'ensemble des technologies d'intelligence artificielle et de les connecter à vos problématiques d'entreprise et de vous permettre de vous les approprier. Et du coup, je ne prétends surtout pas être un spécialiste de chacun des outils, parce que ça fait seulement 2 ans que je me suis replongé dans l'IA et j'ai pas encore suffisamment de retours. Mais sur Watson, j'ai eu des retours sur la partie chatbot. Donc Watson, pour ceux qui n'ont pas une vision forcément précise, ce n'est pas l'intelligence artificielle d'IBM, c'est un ensemble à la fois de briques d'intelligence artificielle et de services que proposent les consultants d'IBM autour de l'IA. Donc ce sont plus des briques en fait qui sont proposées qu'un truc génial qui saurait tout faire. Donc il y a des briques qui permettent de créer des chatbots et des consultants qui vous accompagnent dans la création en fait du chatbot chez IBM. Pour ce que j'ai pu en comprendre, du point de vue technologique, ce serait un peu la Rolls-Royce du chatbot potentiellement, du point de vue technologique. Du point de vue, on va dire, pratique, résultat, efficacité, c'est un petit peu moins clair que ça. Développer un projet de chatbot en fait avec IBM, potentiellement, ça vous permet d'aller très très loin, mais il faut l'entraîner, il faut lui donner de la donnée, et une fois que vous l'avez lancé, il va falloir le coacher et vous verrez vraiment en fait le nombre de cas qu'il arrive à traiter. Et ce sont tout de suite des projets à, sauf si je me trompe, 500 000, 800 000, 1 million, 1 million d'euros. Donc c'est un vrai truc, donc qui est adapté fort. Enfin, c'est une vraie donnée à prendre en compte et qui fait que l'outil est plutôt adapté au gros. Et voilà. Et lorsque ça marche, pour ce que j'ai pu en comprendre, ça ne marche pas trop mal, mais ça ne gère pas tout. Par exemple, chez Orange Bank, le chatbot en fait est plutôt évolué par rapport en fait à la majorité des chatbots dans le domaine de la finance. Quand je dis plutôt évolué, il fonctionne réellement là où la plupart des chatbots moins compliqués fonctionnent beaucoup moins bien. Maintenant, si vous le mettez en concurrence, ça c'est ce que font un certain nombre d'entreprises dans le cadre de POC, donc ils sont payés par les entreprises avant d'opter pour une plateforme de chatbot ou pour une autre, ou pour un prestataire ou pour un autre, elles mettent en concurrence, puis du coup, elles mettent un petit ticket, elles donnent, je ne sais pas, 5 000, 10 000, 20 000 euros en fait aux différents concurrents pour créer un prototype, un POC, un Proof of Concept. Quand Watson est mis en concurrence avec des vieilles technologies de chatbot, donc qui s'appuient sur des technologies moins compliquées et moins chères, donc du coup qui sont accessibles peut-être moyennant un ticket à 40 000 ou 50 000 euros pour la première année, finalement, en termes de performance, l'écart n'est pas toujours aussi important. Donc, un outil qui permet de faire des vrais chatbots qui discutent, mais qui ne savent pas répondre pour le coup à tout, d'autant moins qu'on ne les a pas suffisamment entraînés forcément en fait au départ, et qui dépasse souvent les autres technologies, mais pour un coût qui est largement supérieur, mais qui se fait dépasser des fois par les autres technologies aussi. Donc, a priori, bon outil, mais pas outil magique. Virginie de M2I Formation me dit arrête de parler, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu libères les gens. Écoutez, merci de votre attention. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, et il y en a quand même finalement pas mal, il y en a 3/4 d'entre vous qui ont résisté jusqu'au bout, j'espère que l'on vous a apporté quelque chose. Et puis très bientôt, peut-être en présentiel, lors des formations ou lors d'un autre webinaire. Merci de votre patience, merci de votre attention, et puis investissez-vous dans l'intelligence artificielle.